tu décides de rentrer à Paris et bim, tu as un hôtel complet à rénover, c'est quand même le rêve. Aussi travailler sur le branding avec eux, travailler sur des nouveaux concepts alimentaires. C'est quoi justement qui vous a mis le pied à l'étrier ici en termes de food, restauration et food court? Les décisions ont dû être prises sur le vif et donc du coup tu te prends quand même moins la tête. On parle beaucoup d'entertainment en ce moment, donc en gros tu vas au restaurant pour plus que ce que tu as dans ton assiette, c'est toute la déco, tout le service et c'est l'expérience autour de ça. On est là aussi pour créer une ambiance et créer une expérience. J'ai l'impression que le food court c'est un peu le Airbnb du restaurant, c'est flexible, c'est convivial, c'est super sympa, c'est à la mode. À mon avis, importe autant que ce qu'il y a dans l'assiette. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis ravi d'accueillir un duo d'architectes. Donc je reçois Arnaud et Elodie, salut. Salut. Bonjour Aurélien. Merci pour d'être présent sur le podcast de She Said Yes. Donc tous mes invités vont avoir un point commun, celui d'avoir placé au cœur de leur business model soit l'immobilier, la décoration ou l'architecture. Et donc vous c'est canon puisque vous avez placé ces trois thèmes dans le podcast. Donc ce que je vous propose c'est de déjà revenir un peu sur votre parcours, comprendre comment vous avez lancé Elle Architects. Après faire un petit focus sur les projets qui vous ont permis de vous développer, que ce soit à Paris ou à Luxembourg. On fera aussi on passera un peu de temps aussi sur tout ce qui est food, parce que vous avez contribué à l'essor de pas mal de restaurants et là vous êtes sur des projets de food court ici à Lux. Et après on pourra voir ce que Elle Architects deviendra dans 5 ans et parler de 2-3 projets qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc je vous en prie, allez-y, commencez par vous présenter chacun de votre côté. Donc Arnaud, architecte. J'ai fait mes études plutôt en Belgique, à Liège. J'ai démarré finalement mes premiers travaux, mes premières interventions en architecture à Bruxelles pendant quelques années, avant de redescendre dans le sud de la Belgique, où j'ai commencé en fait une société d'architectes avec un collaborateur. J'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années avant finalement de me retrouver au Luxembourg, où on s'est rencontrés avec Elodie, donc chez Moreno. Ok, top. Et toi Hello du coup? Donc tu étais chez Moreno aussi à l'époque? J'étais chez Moreno, on s'est rencontrés effectivement là-bas. Moi j'y suis restée une petite dizaine d'années. C'est ton premier job en gros? C'était plus ou moins mon vrai premier job. Okay. Auparavant, j'avais eu j'étais à Paris, donc c'est plus des missions, des freelances et des choses comme ça. Et en fait, j'ai grandi partiellement au Luxembourg. J'ai été partagée entre le Luxembourg, les Ardennes et Paris. Et à 18 ans, je suis partie à Paris pour faire mes études. Et après, de fil en aiguille, je suis revenue sur le Luxembourg. Et puis, après une dizaine d'années chez Moreno, mon rêve et mon besoin était de rentrer sur Paris. J'ai essayé, j'avais trouvé un poste dans un bureau d'archi justement à Paris pour créer le pôle archi intérieur. Et puis j'ai tardé à répondre au poste et à la demande. Et puis entre-temps, j'avais donné ma DEM. Et quelques jours après, comme un hasard, après les gens disent toujours il n'y a pas de hasard, mais on m'appelait exactement. Une amie d'une amie me dit qu'elle a un client qui ouvre un hôtel, donc j'y suis vraiment allée plus pour faire plaisir à cette amie. Je rencontre ce client qui était un client qui voulait se faire un hôtel, le léguer en fait à ses fils. C'était une rénovation d'hôtel du coup? Alors c'est marrant, c'était un hôtel plutôt de passage pour des personnes qui allaient passer 1 ou 2 nuits à Paris, donc c'était pas forcément touristique, c'était plutôt business. Et quand je suis arrivée sur le chantier la première fois, il y avait encore le propriétaire en fait des lieux qui gérait ça en fait avec sa femme et ses enfants. Et donc c'était une autre famille qui allait reprendre cet établissement, donc je trouvais ça très émouvant et il y avait toute une histoire derrière. Et cet hôtel était dans son jus, il n'y avait pas de salle de bain, c'était vraiment à l'ancienne. Et pour revenir sur ce premier projet, j'ai signé ce contrat, un petit peu, pas par dépit, mais en me disant je vais essayer, etc. Il y avait déjà un archi en fait. Et tu n'avais pas prévu de lancer ta boîte, quoi. Tu y allais pour rentrer à Paris, trouver un job et finalement… Je voulais pas, moi je voulais me poser, je voulais être à Paris, je voulais être proche de ma famille.
Et en fait, finalement, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Et puis après, en fait, on vivait à Luxembourg, donc je faisais les allers-retours à Paris. Arnaud, tu étais encore chez Moreno, toi? Non, tu étais... On avait changé à ce moment-là et l'idée c'était qu'Elodie puisse commencer en tout cas sa société. Moi je voulais être plutôt en arrière-plan et donc j'avais pris un travail de salarié, limiter le risque et justement être à Luxembourg. Et puis t'aimais bien aussi. Et puis j'aimais bien par rapport à ça, ouais. Ouais. Mais l'idée c'était pas du tout non plus de s'associer professionnellement. On a toujours dit non. Et puis voilà, de fil en aiguille, l'hôtel a pris quand même. Enfin voilà, comme disait Arnaud avant, j'ai pas commencé par un petit studio, un appartement. D'ailleurs, comment tu as fait parce que tu avais bossé en tant que salarié et tu décides de rentrer à Paris et bim, tu as un hôtel complet à rénover. C'est quand même le rêve de tous les architectes qui ont envie de se mettre à leur compte, j'ai envie de dire. Donc c'était quand même canon comme opportunité. Comment ça s'est créé? Alors, avec du recul, oui, c'est canon, comme tu dis, etc. Le résultat y est. On est resté très proche avec le client d'ailleurs, mais ça a été beaucoup d'angoisse, ça a été beaucoup de travail. J'ai beaucoup voyagé avec ce client, donc on n'était plus jamais ensemble, j'étais plus jamais au Luxembourg. Je ne faisais que travailler et ça a été, voilà. Après, les efforts ont donné un résultat également. Après, ça reste en tout cas pour nous un métier passion. Et donc, on ne compte pas nos heures. Alors parfois, voilà, c'est pas... Par rapport à la famille ou aux amis, c'est pas toujours très compréhensif. Et du coup, vous n'arrivez jamais vraiment à arrêter de parler de ça? Vous êtes tout le temps, que ce soit au bureau ou à la maison, c'est... Je pense que c'est normal, ça fait partie de notre vie. C'est quand on fait ça et au travail et en plus un couple, ça fait partie. C'est canon, parce qu'au final, c'est un métier passion quand même, quoi. Tout à fait. Oui, puis nous, en fait, notre vie aussi au quotidien privée, en fait, le peu qui nous en reste, mais c'est voir les beaux restaurants, les beaux endroits, culturellement aussi. Enfin, on voyage beaucoup, on essaie d'avoir un esprit très ouvert. Et donc, grâce à ce métier, en fait, tout ce qu'on fait autour, en fait, est un plus. Et voilà, c'est pour ça, pour nous, en fait, notre vie tourne, enfin, je sais pas si on peut dire tourne autour de l'architecture, mais en fait, ça en fait fort partie et on aime vraiment ça. Donc, Et du coup, être en couple, vous diriez que c'est plutôt quelque chose de positif? Enfin, j'imagine, hein, si vous l'êtes, donc comment vous ressentez le truc au quotidien? Je pense qu'à la base, on s'est toujours dit toute notre vie jamais on a voulu travailler ensemble. Ça s'est fait en fait par la force des choses, par nécessité, par la force des choses. Et à un moment donné, il a fallu faire un choix, on a avancé. La force là, qu'il y a entre nous deux, finalement, c'est qu'on est complémentaires. Elodie est architecte d'intérieur, elle est plus dirigée sur la créativité. Moi, je suis plutôt je viens du milieu de l'architecture. J'ai plutôt un background plus technique et je pense que les deux complémentarités font que le duo fonctionne. Non, ok. Et du coup, se lancer comme ça dans l'inconnu, j'imagine que vous avez eu des moments de doute justement avant de vous mettre tous les deux full time là-dessus. Je sais pas, c'était quoi. Même maintenant, j'imagine qu'au quotidien, avoir deux entrepreneurs dans le ménage, c'est peut-être. C'est risqué. C'est toujours. C'est risqué. Ça l'est toujours, oui, bien sûr. Enfin, si j'étais banquier, j'imagine que je trouverais ça plus risqué que d'avoir deux personnes en CDI. Mais vous, c'est quelque chose que vous ressentez au quotidien ou... Alors, au début, moi, parce qu'on n'était que tous les deux. Après, on s'est toujours dit, si ça ne marche pas, on était presque sûr de pouvoir retrouver un job. En tout cas, si on regarde 10 ans en arrière. Ouais. Aujourd'hui, c'est différent. L'impact, il est complètement différent. L'agence a grandi, on est à 12 personnes. Si ça venait à se casser la gueule, entre guillemets, pour nous, le plus dur, ce serait aussi par rapport à notre équipe, parce qu'il y a un très grand investissement de leur part. Et pour nous, voilà, c'est une team. Et donc ça, ce serait pour nous plus un crève-cœur. Ouais, c'est clair. Ouais, ok. Ça. Et du coup, donc, je comprends que le premier projet, ça a été le bon quand même pour créer l'agence et se développer. Mais tu disais... Ça a été un investissement parce qu'en fait, je n'ai rien gagné dessus. Ouais. Mais ça t'a permis d'être une belle carte de visite et justement de convaincre d'autres futurs clients. C'est intéressant parce que du coup, toi, tu voulais retourner à Paris et finalement, 10 ans après, tu es toujours ici. Comment ça a été quoi le schéma justement qui a fait que d'un projet parisien, vous êtes venu
un des gros cabinets d'architectes et d'architecture d'intérieur du Luxembourg. Comment ça s'est fait justement Qu'est-ce qui s'est passé après la rénovation de ce restaurant et après comment vous avez fait votre place ici à Luxembourg? Alors en fait, j'ai quand même eu des contacts aussi en parallèle de l'hôtel. Donc j'avais quand même des petits projets ici, etc. Ouais, tu n'étais pas full-time sur ce projet, enfin quasi, mais tu avais quand même… On va dire 70% de mon temps. Mais en fait, après, à chaque fois quand on me demandait, je disais pas non parce que je me disais je me lance, il faut, etc. Parfois, je travaillais avec des freelances, mais ça fonctionnait pas. Donc, c'est quand même toi qui dois être là au quotidien. Et puis, voilà, moi, je faisais toutes les phases. Donc, j'étais de la conception jusqu'au chantier, jusqu'à la réception, jusqu'au shooting de fin de chantier et de projet. Pendant combien de temps, du coup, tu es restée comme ça, toute seule, à avoir toutes les casquettes, justement, dans… 3 ans, je dirais. 3 ans. C'est juste après que toi, tu es arrivé. Ouais, 3-4 ans. Et encore, Arnaud, en fait, il était un peu en parallèle. Il avait son job à côté. Il m'aidait les soirs, les week-ends, etc. Et ça faisait vraiment beaucoup. Et à un moment donné, en fait, pour limiter la casse et les allers-retours incessants, moi, j'ai pris un logement à Paris. Et puis après, ben voilà, on se fait un cercle aussi sur Paris. De là, on nous a demandé, en fait, on m'avait demandé à l'époque, parce qu'on n'était pas encore là, de gérer la Société Générale, mais au Luxembourg. Donc, du coup, en fait, je faisais un chassé-croisé entre mes chantiers et la Société Générale. C'était un énorme projet aussi. Banque privée, les bureaux, la salle des marchés, c'était vraiment énorme. Et donc, avec du recul, je ne sais même plus comment on a fait, en fait. C'est pour ça que je suis arrivé. Et voilà. Je suis rentré dans la société parce que j'ai compris à un moment donné que ça devenait difficile. Ce qui fait que c'était là le déclic. Oui, je pense que c'était ça. On ne se voyait plus. Le fait de travailler les week-ends et les soirs avec elle. À un moment donné, ça s'est offert à nous. Il fallait à un moment donné que… Mais on a travaillé. On a donné, on a travaillé. On a fait beaucoup de concessions aussi, donc c'est pas genre on nous file un projet et après c'est bingo, il n'y a plus qu'à dessiner un peu quelques plans et non, ça a été vraiment très très dur. En plus de ça, si je peux me permettre, être une femme sur un chantier et au quotidien, moi je passe quand même pas mal de temps que d'hommes. Alors sur le chantier d'office, c'est très rare d'avoir une femme, mais même en réunion, généralement c'est que des hommes en fait. Donc c'est aussi aujourd'hui… Ça, c'est quelque chose que tu ressens vraiment au quotidien. Et ça, je trouve que c'est un peu une injustice, je trouve, par rapport à tout l'invest que j'ai fait moi perso. Voilà, notamment quand on est en réunion et qu'il est 6h moins le quart et que Arnaud peut pas aller chercher les enfants et que c'est à moi, c'est compliqué de dire je quitte la réunion, surtout en tant que chef d'entreprise, en disant maintenant je dois quitter parce que je dois aller chercher mon fils. J'ai déjà eu des petites remarques comme ça un peu désobligeantes qui font que voilà, ça nous rappelle un petit peu que cette dualité entre chef d'entreprise, mère de famille… Toi, tu le ressens aussi en tant que papa quand tu dis je dois quitter le chantier à 18h, tout le monde la ferme, quoi. Là, tout le monde dit ah, c'est trop mignon, papa qui va chercher son enfant. Voilà, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et du coup, là, donc c'est 2 gros projets, donc un parisien et la SocGen ici à Luxembourg. Maintenant, je disais un peu en intro que vous aviez pas mal développé la partie food. C'est quoi justement qui vous a mis le pied à l'étrier ici en termes de food, restauration et food courte? Disons que la collaboration avec Cocotte, qui finalement s'est suivie directement après la Société Générale, a été quand même un élément très important pour nos sociétés parce que les cocos sont toujours à la mode, elles étaient en plein boom à ce moment-là. En plein essor. Et on a… Vous aviez été mis un peu en concours avec d'autres cabinets ou… Non, pas forcément. C'était une commande directe et à un moment donné, l'avantage en fait d'avoir travaillé sur ce genre de projet, c'est que ce sont des projets aussi complets. C'est pas que faire un écrin pour pouvoir mettre la nourriture en éveil, c'est aussi travailler sur le branding avec eux, travailler sur des nouveaux concepts alimentaires. Donc ça fait partie… Ça, elle vous demandait votre avis justement là-dessus. C'est pour ça aussi, je pense qu'on a travaillé ensemble, c'est qu'on ne voulait pas non plus, et elle ne voulait pas faire une chaîne lisible de A à Z, c'est que chaque restaurant, chaque espace de vente était un petit peu différent, quoi. Au début, on voulait le faire parce que c'est vrai que la marque ils en avaient déjà quelques-uns, sauf qu'on nous avait expliqué que tout le monde ne connaissait pas Cocotte et ils savaient pas trop, ils étaient en plein développement. Et alors on a dit ok, on va faire une charte. Et on a commencé sur un projet en étude, après on a eu un deuxième, un troisième, et en fait on est passé de sites
complètement différent. On a eu une cellule commerciale au City Concorde, et puis après on a eu une cellule dans une partie patrimoine à Belleval. Donc en fait, dans les Hauts-Fourneaux, donc le lieu en fait. À chaque fois, du coup, vous avez réussi à garder une certaine cohérence. Quand on va chez Cocotte, on sait qu'on est chez Cocotte quand même. Dans les flux et des choses comme ça, mais en fait, en termes de look et de matériaux, etc., on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas dupliquer en fait ce qu'on avait fait sur le premier sur tous les locaux. Donc, en fait, à chaque fois, c'était des projets complètement nouveaux de A à Z. Et voilà. Et cette cliente, elle était tellement aussi innovante et fière de ce qu'elle faisait et comment dire et plein de bonnes idées qu'en fait ça marchait très bien. On a zappé pas mal de vacances aussi pour pouvoir finir à temps ce genre de locaux. Et du coup, ça résonne un peu aussi avec tes racines familiales et ton grand-père qui était étoilé. Et du coup, on sent que là, vous développez quand même pas mal de restos et de food courts depuis Cocotte, justement. Qu'est-ce qu'on peut faire justement dans un resto qu'on ne peut pas faire dans du retail, dans du bureau ou dans du résidentiel? Vous direz, c'est quoi le truc qui marque vraiment la restauration? Moi, je dirais c'est l'échange que tu peux avoir en fait avec le restaurateur ou l'équipe en fait qui va gérer le restaurant. Après, ce que je dis toujours, c'est que le cœur du restaurant reste le chef, forcément. C'est lui qui va être mis en avant, en tout cas au début d'un projet. Et du coup, tu dirais que la déco dépend du menu ou le menu dépend de la déco? Comment tu vois le truc? Non, moi je dirais c'est plutôt c'est un échange. C'est vraiment faut que ça soit un win-win. Alors nous, on fait pas des projets qui doivent nous plaire à nous. On fait des projets en fait qui doivent correspondre aux clients. Donc le plus beau cadeau qu'on puisse nous avoir, c'est que le client puisse l'utiliser et qu'il soit aussi très content du résultat et que ça fonctionne. Et voilà. Donc en fait, c'est vraiment un échange en fait avec les clients qu'on doit avoir. Et ayant baigné dans ce milieu-là de par mes grands-parents et mes parents, forcément, ça me parle et je me retrouve en fait. C'est des souvenirs très agréables, positifs. Je voyais. C'est ce pourquoi l'hôtelier avait fait appel à toi aussi, quoi, à l'origine. Et voilà, et tu comprends ce qu'ils te disent. Mais sauf que t'es plus restaurateur, t'es plus de ce côté-là, mais exactement. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des projets de cœur que je fais. Quand un restaurateur m'appelle, pour moi, Arnaud par exemple me dit ok c'est pour elle, mais c'est pas évident, tout le monde n'aime pas le faire. Et je sais que dans l'agence où j'ai travaillé avant, chez Moreno, j'en faisais beaucoup des restaurants. Et j'ai voulu par la suite, quand j'étais indépendante, plutôt faire du privé. Parce que je sais pas, peut-être j'en avais trop fait, et puis je me suis dit j'aurais une relation plus privilégiée avec les privés. Et puis finalement, je suis quand même revenue à mes racines en fait professionnelles et privées, et ça nous convient bien. Maintenant, on aime faire tous les projets, mais voilà. Il y a une petite préférence en tout cas sur la partie. Exact. Alors du coup, j'ai l'impression que chez vous, quand même, la restauration, c'est un vrai lieu d'expérience, et l'architecture, on la retrouve jusque dans les assiettes, pardon. J'ai l'impression que c'est ce que vous ressentez aussi, vous? Oui, parce que c'est clair qu'on essaye aussi on est là aussi pour créer une ambiance et créer une expérience. Donc le restaurateur, il est bien évidemment là pour pouvoir faire partager son expérience culinaire, mais nous, on essaye d'apporter un lieu qui va en lien avec le restaurateur ou avec le cuisiniste. Par exemple, le restaurant qu'on a fait, le restaurant Les Roses au Casino, et c'était vraiment un bel exemple de collaboration parce que le chef nous a accompagnés, donc c'était pas que l'investisseur qui nous accompagnait, c'était le chef, le cuisinier qui savait ce qu'il allait. Il y avait quelque chose qui lui plaise à lui aussi. Au départ, il y avait son menu, et lui, par exemple, dans son menu, il voulait vraiment travailler les produits de façon brute mais naturelle, sans trop chichi, et aussi des aliments du quotidien en fait. Et donc, par exemple, dans ce restaurant-là, le parti pris, c'était d'enlever les nappes. Et ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'en fait, quand on est dans des restaurants haut de gamme, le nappage, en fait, fait partie un petit peu des clichés qu'on peut encore avoir sur les restaurants chics, etc. Et là, par exemple, voilà, on s'était mis d'accord avec
avec le chef de pouvoir travailler sur un gros plateau en bois vraiment massif où on voit les veines, etc. Et ça correspondait vraiment aussi au menu qu'il allait mettre en place. Et donc, ça va jusque choisir les serviettes. Donc là, on avait travaillé sur des serviettes en lin, pas forcément blanc, mais plutôt cassé. Donc là, c'est même vraiment la décoration. Oui, là, on parle vraiment de décoration, mais voilà, une expérience aussi. C'est-à-dire que quand on rentre en fait dans les roses, déjà l'accueil, le service, il est incroyable. On est aux petits soins et c'est un restaurant avec peu de place. La mise en scène est vraiment tournée sur la table. Donc en fait, il y a un éclairage qui vient sur la table. On est en train de travailler aussi avec la marque Crayon qui nous accompagne vraiment dans les sujets très techniques et très précis. Et donc tu rentres, il n'y a pas d'éclairage à part les tables en fait. Donc tu vois vraiment que ça. Et donc c'est comme si tu allais dans une pièce de théâtre et c'est toi qui vas être le spectateur. C'est un peu ça, on parle beaucoup d'entertainment en ce moment. Donc en gros, tu vas au restaurant pour plus que ce que tu as dans ton assiette. C'est toute la déco, tout le service et c'est l'expérience autour de ça. Donc c'est quelque chose que vous ressentez aussi dans vos projets, ça, l'entertainment? Complètement. Et c'est ce qu'on essaye de faire participer. C'est là où on se démarque et c'est là. Ce qui est plaisant, en tout cas, dans la partie du métier, c'est justement de pouvoir participer à cette expérience-là et à l'échange qu'on va avoir avec le restaurateur ou l'investisseur. Mais même si on compare, par exemple, l'assiette, par exemple, du chef aux roses, il va travailler sur les textures. J'en sais rien, on peut parler d'une carotte, ça peut être une mousse de carotte, ça peut être je sais pas, une crème de carotte, une carotte. Bon, là, c'est vraiment très simplifié ce que je fais parce que j'ai pas forcément les bons mots pour mettre en avant comme il faut son travail parce que c'est vraiment exceptionnel. Et en fait, on va retrouver ces détails-là dans un joint creux. Voilà comment est placé, par exemple, le luminaire. On avait fait un insert en marbre en fait dans ces tables pour vraiment mettre en avant. Un cérémonial, vraiment de mettre les ustensiles, l'eau, etc. au milieu et d'avoir seulement les assiettes sur les tables en bois, par exemple. Et ça, voilà, nous, ça va être un bois qu'on va peut-être fumer ou un bois qu'on va rainurer. On va faire des lambris avec, et on travaille aussi beaucoup les nouvelles matières. On aime bien on fait beaucoup de recherches. Donc, chaque projet, en fait, c'est une nouvelle recherche. Et à chaque fois, c'est les propriétaires ou les investisseurs qui vous demandent ça ou c'est Non, c'est nous. C'est nous. C'est toujours bien accueilli ou les gens, ils sont plutôt traditionnels et conservateurs? Ils sont à la recherche de ça? Généralement, si on vient chez nous, c'est aussi pour se démarquer c'est pour se démarquer du voisin et pour justement avoir cet échange. Exactement. La plupart des gens qui viennent nous voir, c'est pour ça. C'est pas justement, on peut avoir un échange. Et on peut proposer des choses. Ouais, c'est ce qui vous plaît, quoi, aussi. Exact. Tout à fait. Et après, c'est sûr que ce serait plus facile d'avoir un style et de se dire je fais toujours le même carrelage, le même parquet, etc. On ne travaille pas forcément toujours avec les mêmes marques. On essaye vraiment de trouver aussi tout ce qui est local. Donc pour nous, le local, c'est 1000 km. Donc ça peut aller jusqu'à Paris, ça peut aller jusqu'en Bretagne, ça peut aller aussi côté Allemagne, etc. Mais vraiment se concentrer sur ça. Et puis de faire travailler les gens autour de nous. Pour nous, ça, c'est vraiment très important. Donc, par exemple, les entreprises seront toujours des entreprises luxembourgeoises, des artisans luxembourgeois. C'est comme ça que nous, on met en avant, en fait... les partenaires locaux. Ouais. Les partenaires locaux. Et même, pour revenir sur les matériaux, on essaye de trouver aussi des matériaux qui ont un impact environnemental vraiment faible. Donc, on essaye vraiment de mettre en avant les matériaux recyclés et recyclables. Et ça... tous les clients ne peuvent pas aimer ou avoir ce parti pris. Maintenant, si un client nous dit « je veux un marbre qui vient du Brésil », on va être un peu réticent, donc on va lui proposer une variante. Maintenant, évidemment, s'il il veut vraiment ce marbre de Brésil, on va le faire parce que ça reste le client et ça reste son choix aussi. Un coup de cœur ou ça peut être plein d'autres choses. Mais on essaierait toujours de trouver un autre choix, une variante plus adaptée, en tout cas à nos convictions, à notre philosophie, et tout simplement pour l'environnement et de montrer que tout est... Et le fait d'être local aussi, ça n'a pas un impact sur le prix justement au mètre carré de la rénovation ou de la déco? Un petit peu quand même, forcément. Ça l'est, bien sûr. Et ça, c'est souvent les investisseurs, j'imagine, qui tirent un peu la tronche quand vous proposez... des choses locales, non? Non, je pense qu'on a des clients qui... L'aspect social, il est quand même ressenti dans les investissements? Oui, je pense que ça, il y a quand même une petite part par rapport à ça. Elle n'est pas énorme, mais en tout cas, moi je pense que parfois, elle est... à partir du moment où il y a une idée qui
qui vaut la peine et qui doit être suivie, à ce moment-là, il faut Puis on la trouve suivre, des vases quoi. communicants en fait. Voilà, nous on est ouverts, on n'est pas réfractaire non plus, on ne veut pas forcément faire passer un matériau, une idée coûte que coûte. Il faut surtout que le client soit en accord avec ce qu'on propose. C'est le plus important pour nous. Ok, top. Là, jusqu'à maintenant, on a parlé de pas mal de restos, mais il y a une autre tendance qu'on voit de plus en plus en Europe, à Paris, à Bruxelles ou dans les autres capitales européennes, c'est les food courts. Et je pense que vous êtes un peu de plus en plus justement impliqué là-dedans. J'ai l'impression que le food court, c'est un peu le Airbnb du restaurant. C'est flexible, c'est convivial, c'est super sympa, c'est à la mode. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est clair que pour nous, c'est un food court ou un food hall, c'est un vrai village. C'est un vrai terrain de jeu. C'est un vrai terrain de jeu, c'est pas juste des food trucks qui sont alignés, c'est des métiers qui se rassemblent, qui créent une unité et qui créent vraiment une diversité dans la nourriture et dans l'expérience en tout cas de manger ensemble en tout cas. Je ne l'ai pas fait, mais peut-être qu'on entend plusieurs termes justement, on entend food court, on entend food hall, food market. Est-ce que vous pourriez justement refaire un petit briefing rapidos pour qu'on comprenne bien justement la différence entre ces trois sujets de food? Oui, le food retail, ça reste quand même un sujet un peu à part, puisque c'est plutôt un endroit où on va acheter de la nourriture pour la ramener chez soi. Donc c'est un ensemble de métiers, un ensemble de shops présentant différentes d'artisanat finalement qui présentent différentes. Donc c'est plutôt une halle finalement et on ramène en fait la nourriture et on la prépare chez soi. Le food hall et le food court, ce sont des endroits finalement où on va manger sur place. On consomme sur place. Disons que le food court on va avoir plutôt tendance à travailler sur de la fast food, sur la rapidité de manger, pas forcément sur de l'artisanat, mais sur quelque chose qui est rapide à manger. Le food hall va être un peu plus haut de gamme, où on va travailler plutôt avec l'artisanat, le local, des éléments un peu plus spécifiques ou un peu plus recherchés. Okay. On va prendre le temps de manger, donc ça veut dire que les espaces où on va manger sont certes mixés, mais les gens s'assoient et prennent le temps, en tout cas, de manger. Que dans le food court, finalement, ça doit être quelque chose un peu plus express. Ok, mais sur le principe, donc il y a toujours des tables et des chaises qui sont, on va dire, caricaturées, mais au milieu. Ouais. Et autour de ça gravitent plusieurs petits restos. Avec des programmations, avec des systèmes qui sont assez différents, que ce soit à Paris ou à Berlin, finalement, qui sont les zones et les villes où ça bouge beaucoup. Ça peut très bien être des commandes en ligne via une application, ou ça peut être une vente centrale, ou alors ça va aller de métier en métier. Donc finalement, l'opérateur va choisir vraiment l'expérience liée à comment on va consommer. Du coup, c'est pas le bazar justement d'avoir par exemple un burger à côté d'un sushi, ou je sais pas, en termes histoire de garder une certaine cohérence là-dedans. C'est là qu'on intervient, c'est-à-dire que notre intervention en tant qu'architecte, c'est surtout de proposer une cohérence. À partir du moment où on sait, même si on ne sait pas, c'est de donner un fil conducteur dans tous les métiers, dans tous les restaurants qui sont proposés. Justement, s'il y a un sushi, un burger et tout ça, qui n'est pas une identité forte, qui commence à dénaturer, on essaie de trouver justement un fil conducteur où, que ce soit un sushi, un burger ou n'importe quoi, puisse venir prendre possession des lieux et à un moment donné dire « Ok, on est dans ce food hall et on appartient à ce food hall ». Donc l'identité de chaque restaurateur s'estompe un petit peu, j'ai envie de dire, quand il vient dans le food court ou dans le food hall, puisqu'il prend le… Alors une fois, ça dépend. Ça dépend je veux dire, du nous, sujet, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de mettre en évidence dans les deux expériences qu'on est en train de faire, c'est d'avoir cette ligne directrice. Mais effectivement, certains, à un moment donné, laissent carte libre et disent voilà, il y a une cellule qui est vide, investissez-la et tout ça. Mais là où on intervient et où il y a de la cohérence, c'est justement de participer à l'image globale, à discuter avec l'investisseur sur le branding, sur la communication, sur la signalétique. Donc on essaie de participer aussi à toutes ces étapes. Les flux du client. Donc quand on intervient, c'est une des premières choses auxquelles on doit réfléchir, c'est d'où ils viennent, d'où ils partent. Tout le parcours en fait de parcours, s'ils doivent aller aux toilettes, où est-ce qu'ils mettent les déchets, où est-ce qu'ils mettent les plateaux, est-ce qu'il y a un plateau, est-ce que c'est un service à table, est-ce que c'est un débarrassage à table. Donc il y a vraiment beaucoup de choses en fait qui doivent être discutées avec l'utilisateur en fait. Mais c'est vrai, on ne vient pas juste là et on fait un design, sinon ce serait trop facile, mais il y a beaucoup de contraintes d'organisation et techniques évidemment. Et même au niveau de toutes les parties prenantes, j'imagine que aligner tous
tout ce beau monde, ça ne doit pas être facile, parce que tu as quoi? Tu as le restaurateur, tu as l'investisseur, après tu as l'opérateur. Oui, donc finalement, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées et à divers niveaux. Et donc, il faut pouvoir créer une synthèse entre les différents aspects et les différentes aspirations de chacun. Ok, du coup, on parle de plus en plus de mixité dans les immeubles. Donc, avant, on avait, on va dire, pour caricaturer, une tour avec que du logement, que du bureau. Maintenant, on essaie justement d'avoir une certaine mixité là-dedans et souvent au rez-de-chaussée, enfin en tout cas dans les projets sur lesquels je travaillais avant, quand j'étais dans mon ancienne boîte, on essayait justement de mettre, d'occuper le maximum les espaces dans le temps et du coup au rez-de-chaussée, on essayait justement de mettre de la food. Du coup, je me demandais si vous pensez que maintenant c'est encore un peu exclusif, hein, on n'en voit pas à tous les coins de rue ici au Luxembourg. Vous pensez que ça va devenir la prochaine cantine urbaine de chaque quartier à Luxembourg et en Europe d'ailleurs? Une nouvelle façon de consommer, d'aller au resto. Ouais, je pense que le Luxembourg, il est quand même particulier parce il y a un tel brassage social ici que je pense qu'il y aura toujours cette mixité de restaurants chics, de restaurants qui sont quand même assez bien implantés. Mais je trouve que pour contrebalancer, c'est intéressant d'avoir justement cette façon différente. Ouais, on parle aussi de la ville des 15 minutes ou 5 minutes à pied où tout justement doit être à proximité. Donc ça, c'est le fait de découper ces immeubles en plusieurs espaces, c'est quelque chose qui correspond justement peut-être à une attente des consommateurs, non? Oui, et puis ça résonne aussi avec le développement du Luxembourg, ces nouveaux quartiers qui sont en train d'émerger où finalement logement, habitat, école sont rassemblés dans ce genre de choses. La nourriture et la restauration en fait partie et donc d'ailleurs c'est ce qu'on essaie de promouvoir et on essaie d'en avoir un peu plus justement pour gagner en attractivité en tout cas au niveau du Luxembourg, c'est-à-dire que chaque centre, chaque pôle finalement gravitant autour de Luxembourg est central aussi et justement ces différentes offres. Ouais, carrément. Moi je connais par exemple non pas le Fox, à Bruxelles, merde. Le Wolf. Il y a le Time Out aussi qui est dans plusieurs capitales européennes. Selon vous, c'est quoi la recette miracle, sans jeu de mots, pour faire un bon food court? Ouais. La qualité déjà, la qualité de la nourriture. Vous pensez que la nourriture, ça prime quand même sur je l'ambiance et sur la déco, Moi, je pense qu'il y a un aspect quand même expérience. L'expérience, Bien justement, quand on y va, on se dit, on se sentait bien, le lieu On a était envie d'y accueillant, rester, on a envie d'y rester, ouais. ou pas. Justement, on a envie que ce soit rapide et tout ça. Je pense que ça à mon avis, importe autant que ce qu'il y a dans l'assiette. Ouais, parce qu'au final, un food court, c'est un peu comme faire une playlist sur Spotify. Il suffit pas de mettre des cadors de chaque resto pour que l'ambiance prenne. Ok, bien compris. Là, en ce moment, on va parler un peu plus de votre actualité. Donc, on a compris que vous aviez commencé sur un hôtel à Paris et là, vous êtes quand même prêt à livrer des projets d'envergure. Donc, je ne sais pas si vous pouviez les évoquer, les présenter et comprendre un peu les challenges de chacun de ces projets, ce serait canon, quoi. Super. Un des premiers qui nous tient réellement à cœur, c'est le food hall en fait, du prochain centre Grélix, qui est donc un centre multifonctionnel, multiculturel et très ambitieux. Ce projet est vraiment très intéressant parce qu'on a été contacté il y a 2 ans par Félix Giorgetti et qui nous a fait confiance justement pour pouvoir proposer un design et une ambiance en tout cas assez intéressante au niveau de ce food hall. Ouais, là c'est encore un niveau supérieur où là on parle vraiment de food hall. On parle vraiment de food hall là vraiment à cet endroit-là et en parallèle on fait donc plutôt un food court dans le centre commercial Belval Plaza. Et c'est quoi l'histoire justement derrière ce Belval Plaza? Comment les investisseurs, ou je ne sais pas comment ils en sont venus à... L'idée, c'était de trouver en tout cas un nouveau point de chute, ou un nouvel élément en tout cas attirant au niveau du Belval Plaza. Une des grandes enseignes finalement a voulu réduire sa surface et une énorme surface de 1600 m² s'est libérée. Et l'idée était vraiment de pouvoir attirer un public différent au sein même d'un food court.
Alors certes, dans toute la zone de Belleval, il y a des restaurants un peu mis plic-ploc, mais il n'y avait pas vraiment un élément rassembleur à l'intérieur même du central Plaza. Et c'est ce que les investisseurs cherchaient à faire, c'est justement rassembler, en plus positionner dans l'axe avec le train, avec la gare. Donc il y a dans ce flux, ils voulaient à un moment donné justement pouvoir attirer les gens au sein même du centre commercial. Ok. Et du coup, comment ils vous ont fait confiance ces acteurs, parce que c'est... Je pense que c'est par rapport à l'expérience qu'on a et qu'on a déjà prouvé au sein des différents restaurants et des différentes ambiances qu'on voulait créer. Sauf que là, on est passé à une échelle un peu plus importante. Je pense qu'ils voulaient reprendre en tout cas l'expérience qu'on avait et pouvoir la mettre justement au sein d'une nouvelle expérience culinaire. Et du coup, alors, vous êtes plutôt gros projet ou petit projet? C'est quoi qui vous fait vibrer? Pour l'instant, en fait, on n'est pas fixé sur un seul programme. On trouve que tous les programmes peuvent être intéressants. On peut très bien, à un moment donné, faire un appartement de 30 mètres carrés où le client va nous faire entièrement confiance et on va aller jusqu'à un petit bijou ou un concept très fort. Voilà. Et puis, à côté de ça, on peut très bien, et comme on le fait actuellement, faire une surface de 4000 mètres carrés de bureaux au sein du bâtiment iconique du Sky Park au Findel. Donc, on a vraiment cette différence d'échelle. Et finalement, c'est pas tellement, et c'est pas tellement la taille qui fait que, c'est vraiment le sujet qui résonne. Ouais, il faut que le projet vous parle pour que vous soyez OK pour. C'est ça, mais c'est aussi parfois des challenges. Le casino, quand on nous a appelés il y a un peu plus de 7 ans, nous on s'est dit, mais en fait, c'est un archi de casino qui va faire ça parce que c'est quand même technique, les machines à sous, la ventilation. Voilà, c'est un espace qui dort jamais. C'est vraiment très particulier. Et la première fois que j'y suis allée, c'est un peu comme à l'hôtel. Je me suis présentée, mais en me disant que de toute façon, ils ne me rappelleraient pas parce que je n'avais pas l'expérience. Et c'était peut-être justement ce manque d'expérience là-dedans qui a fait... Exactement. On partait d'une page blanche, en fait. Il y avait une idée nouvelle. On pouvait apporter une réflexion nouvelle, justement. Et aujourd'hui, c'est notre client le plus fidèle. Ça fait 7 ans qu'on travaille avec eux. C'est un partenariat... de confiance et on aime vraiment travailler avec eux. Et voilà, et au sein du casino, il y a aussi il y a des restaurants. Le restaurant des Roses est dedans, il y a un bar, il y a les machines à sous, il y a un club privé. Là, on fait tout un espace qui mène vers le chapiteau. Il y aura la réception aussi très bientôt. Donc, il y a vraiment des programmes. Voilà, et puis c'est des challenges dans le sens où... c'est un espace qui dort jamais, donc il y a très peu de temps en fait la nuit. Enfin, ils travaillent beaucoup la nuit, forcément, les week-ends, les jours fériés, et donc on doit travailler par phasage. Donc on doit imaginer un projet aussi en phasage. Donc il y a des contraintes. C'est pas forcément la même chose qu'un projet de A à Z en flux continu. Donc sont des ce sont des contraintes, mais en même temps... c'est excitant quand même. C'est excitant quand même, exactement. Ça change vraiment du lot, quoi. C'est un peu comme chez vous ici, là, on tourne dans la Maison Bleue, comme vous l'appelez, c'était des anciens bureaux. Donc là, c'est un plus petit projet par rapport à ce que vous aviez fait. Mais comment ça s'est passé du coup? Parce que travailler ensemble sur des projets de clients, c'est une chose. Là, vous avez travaillé ensemble, donc vous avez dû négocier, j'imagine, certains points de déco ou certains points d'architecture. Comment s'est passé justement la transformation de ces bureaux qui, in fine, au début n'avaient rien de spécial, pour les transformer justement en une maison d'archi hyper cosy? Ça a été plutôt fluide, parce qu'on n'avait pas le temps. Premièrement, je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'on l'a traité comme si on le traitait pour un autre client, c'est-à-dire avec la même rigueur et le même délai. Donc il y a toujours une question de délai, il faut toujours aller de plus en plus vite. Et je pense qu'on l'a appliqué exactement la même chose. Donc on n'a pas ressenti, en tout cas, je pense, cette pression de se dire on a tout le temps du monde pour pouvoir le faire. On l'a fait comme il fallait. Ok. Et du coup, c'était quoi la plus grosse prise de tête, par exemple, vous direz? Je pense qu'il n'y a pas eu de prise de tête. Comme disait Arnaud, c'est assez fluide. Je pense que comme on était dans une mouvance aussi à l'agence qui était vraiment en pleine croissance, et en plus on gérait en plus de ça en privé entre guillemets la reconstruction de notre agence. Donc en fait, les décisions ont dû être prises sur le vif. Et donc, du coup, tu te prends quand même moins la tête que
quand tu es pour un client, moi je dirais que c'était quand même plus facile que pour un client parce que voilà, tu t'avances, tu bombardes, tu prends des décisions. Ouais, t'as pas les allers-retours à négocier, à demander si ça lui va ou pas. Voilà, et donc en fait, entre nous deux, on est quand même. Est-ce qu'on a fait des concessions entre nous deux? Je suis même pas sûre. Peut-être le canapé rose et encore, parce que t'as quand même. Enfin, c'était même pas moi, c'était des contraintes de tissu, il n'y en avait pas beaucoup qui nous plaisaient. Du coup, c'était un peu comme une évidence. Allez, après, quand on a déjà parlé du meuble, ça c'était un peu le meuble qui est un peu chatouillé Arnaud parce que les pieds étaient quand même particulièrement chers. Et donc, du coup, c'est un détail en fait, mais globalement, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Ouais. Si vous êtes toujours ensemble, c'est que ça s'est bien passé, quoi. Oui, parce que souvent, faire une maison ensemble, construire une maison, et ça crée beaucoup de liens. Maintenant, Des liens ou des tensions? Là, il faut... Je pense que ça peut créer des tensions. Ça peut créer des tensions, oui. Après, nous, on s'en est bien sortis. Et puis, je pense qu'on avait chacun aussi à nouveau notre place en fait dans le rôle du projet. Et c'est ça qui fait aussi que ça roule en privé et en pro en fait. Ok, top. J'ai regardé un peu, j'ai fait mes devoirs, on va dire, en préparant cette interview. Et j'ai vu que vous aviez ouvert 2 projets qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un resto dans une station-service et l'autre, c'est dans une ancienne morgue. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous parler de ces deux sujets, justement. Ouais, alors le restaurant dans la station essence à la frontière, c'était aussi un de mes premiers projets. Pareil, il voulait donner un peu de pêche à ce restaurant en fait, qui était un restaurant principalement de routiers. On m'avait expliqué très joliment que en fait les routiers se posaient là et regardaient du porno. Pour la petite anecdote, donc il fallait aussi trouver un moyen pour qu'ils soient placés de telle sorte à qu'ils ne puissent pas visionner en fait, pendant leurs heures de pause. Et là, pareil, en fait, on a travaillé avec le menu qui allait mettre en place et en fait, ça s'est déroulé assez facilement. Et à l'époque, c'était un projet assez facile parce qu'il y avait rien, ou en tout cas très peu, et c'était vraiment, il y avait tout à refaire. Donc, le client là aussi nous a fait entièrement confiance et je pense qu'il existe encore. Enfin, on va très rarement dans ce coin-là, mais ça a plutôt bien fonctionné. Et la morgue, du coup, les locataires étaient moins chiants, non? Mais en fait, c'est une ancienne morgue qui a été donc reconvertie. Mais disons que le programme en tant que tel était relativement simple. C'était de retransformer cette ancienne morgue en fait en sanitaire et en bureau, mais sanitaire public et en bureau. Mais même si ce programme était relativement simple, ce projet est devenu tellement important parce que c'est devenu une pièce de restauration. Donc on a travaillé avec l'INPA, on a travaillé avec des restaurateurs, et donc ce projet était vraiment une source réelle de connaissances et d'échanges, en tout cas avec les restaurateurs, sur comment bien restructurer des carrelages. On a refait des carrelages à l'identique en Allemagne, on a refait des portes à l'ancienne. En intégrant la technique, on a été dans la technique et tout ça. PMR, donc même si ce programme était vraiment très très simple. Refaire, c'est-à-dire c'est rénover ou vous avez... Il y a des parties de rénovation de carrelage existant, de recomposition de carrelage existant ou de refonte carrément d'un nouveau carrelage fait à l'identique par rapport à un modèle existant. Donc toutes les technologies avec les conservateurs d'art, donc il fallait à un moment donné aller chercher qui a fait ça et se mettre en contact avec les anciens céramistes par exemple de l'époque et qui existent toujours, donc juste retrouver une faïence qui soit identique à celle de l'existant. Donc ça c'était vraiment un travail de recherche assez... au final vous avez 50 cordes à votre arc, j'ai l'impression. Et c'est quoi les futures cordes que vous aimeriez justement ajouter chez elle, et comment vous voyez l'agence ou le studio, je ne sais plus exactement comment on dit, dans 5 ans quoi? Ouais, je pense qu'il y a toujours des aspects du métier qu'on n'a pas encore fait, qu'on voudrait faire, comme créer des objets, créer du mobilier, éditer, partie édition, puisque finalement on dessine quand même beaucoup de choses sur mesure et on aimerait bien justement... Qui pourrait devenir une ligne éditoriale. Ça je pense que ça reste quelque part, mais qui demande encore un peu plus d'énergie. C'est vraiment différent de créer des objets versus créer des lieux?
Pas tant que ça. Je pense que le processus créatif est assez identique, mais c'est le temps qu'il faut pour pouvoir se libérer et pour pouvoir faire ça. Et puis tester les choses, dessiner une chaise, je pense que dessiner une chaise et créer une chaise est ce qui doit être le plus difficile, parce que ergonomiquement, ça doit convenir à tout le monde, aussi en termes de taille, etc. Ça, on l'a jamais fait. On fait beaucoup de banquettes, on fait beaucoup de canapés sur mesure, etc. Mais une chaise, c'est vrai que... Mais c'est dans le cadre de projets à chaque fois. C'est jamais la banquette vendue à l'extérieur. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant à faire, même créer une ligne de matériaux écologiques. On adorait faire un carrelage. Des carrelages. Alors, peinture, on avait commencé à faire une gamme de couleurs basée sur le pigeon. Donc, c'était... C'est quoi alors une peinture basée sur le pigeon? Qu'est-ce que ça raconte? C'était simplement d'avoir des tonalités assez neutres. Et en fait, je trouvais que le pigeon, en fait, rassemblait une gamme plutôt élégante de coloris dans des gris vraiment divers et voilà. Quelque chose d'illustrer, et puis Et scandinave du coup. Ouais, mais les pattes et les yeux sont vraiment différents. Okay. Et parfois, tu as des reflets un peu verdâtres ou bleus. Et donc, du coup, j'avais commencé à développer ça. On était aussi parti sur une gamme de cuir végétal, par exemple, à base de végétaux, de fruits, de pouvoir rassembler des déchets et de pouvoir créer en fait un matériau qu'on puisse utiliser au quotidien. Créer un carrelage, en tout cas... Du coup, c'est quoi? C'est le manque de temps qui fait que vous n'avez pas encore franchi le pas Le manque de rencontres de personnes qui pourraient nous accompagner, parce que évidemment, c'est pas du tout notre métier aussi, l'édition. C'est quel type de personnes justement qu'il faut... Des fabricants, je dirais, ou des qui veulent de la petite production. Donc ou des startups, qui se disent on veut créer un carrelage, on veut créer une gamme du cuir, on veut créer une gamme de mobilier. J'invente un peu, mais par contre, on n'a pas la partie conception artistique et de créer vraiment un duo. Nous, c'est ce qu'on aime aussi quand on travaille avec des artisans ou des locaux. Justement, tu peux avoir cet échange. Donc nous, on dessine des choses, on dessine vraiment beaucoup, des détails, etc. On en a déjà parlé avant, mais sans l'artisan, en fait, ce que tu dessines n'est pas viable. Et parfois, ce qu'on dessine n'est pas possible parce que techniquement, j'en sais rien, le matériau qu'on a prévu ne peut pas... suffisamment solide, exactement. Et donc, il y a des contraintes aussi de machines qui vont te dire, non, je peux pas cintrer le bois comme ça, ou le rayon que tu as dessiné ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment nécessaire. Et donc, pour revenir en fait sur la gamme d'édition, de carrelage, de cuir, encore une fois, ça peut être plein de choses. On doit pouvoir échanger avec des gens qui techniquement, en fait, peuvent développer derrière. Exactement. Ok. On arrive à la fin de ce podcast. Si vous deviez résumer justement Architects en quelques mots, ce serait quoi votre mantra par exemple? Vas-y, toi. Vas-y. Il y a un mantra qui me parle vraiment beaucoup, puisque c'est moi qui ai toute seule au début commencé à dessiner dans ma chambre, etc. les projets, et aujourd'hui on a une vraie agence physique. C'est assez fou. On est 12 on travaille avec des gens vraiment merveilleux, magiques, et sans eux on ne serait pas là aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime bien dire, en fait, seul tu vas plus vite, mais à plusieurs, en fait, tu vas plus loin. Et c'est grâce à l'équipe qu'aujourd'hui on est là où on est, et donc je tiens aussi énormément à les remercier. C'est quoi d'ailleurs il y a quoi comme profil dans votre équipe? C'est tous des architectes d'intérieur? Architectes d'intérieur, architectes. Il n'y a pas des spécialités justement au sein de ce métier? Chacun développe en fait un pôle de compétences et parfois se met en valeur. On travaille beaucoup sur la communication pour l'instant, et il y a certains profils qui se démarquent, qui se disent j'ai envie de participer avec ça. Donc on est quand même dans une agence assez participative, donc, où justement les collaborateurs peuvent d'eux-mêmes à un moment donné. Exactement. Voilà. Entreprendre et en tout cas se dire ok, là j'ai une plus-value, je peux vous aider en tout cas pour pouvoir développer ça. Et je trouve que c'est assez enrichissant parce qu'ils sont dévoués à l'agence pour faire le métier d'architecte, mais aussi sur tous les aspects de la société en tout cas. Et ça peut être aussi sur l'aspect humain, etc. Mais encore une fois, nous on arrive maintenant déjà à une génération avec de
expérience. Donc du coup, on a une nouvelle génération qui vient et qui nous apprend aussi énormément de choses. Qu'est-ce qu'ils apportent du coup, par exemple? Ne serait-ce que informatiquement, les réseaux sociaux, tout ça. Nous, en fait... Toi, t'es encore avec ton crayon papier et lui, il vient avec l'IA en 2-2, quoi. Moi, je dessine au calque encore. Donc, mais les premiers concepts, c'est du croquis, c'est des recherches, c'est biffer, recommencer, superposer, faire des collages et des choses comme ça. Et la nouvelle génération va plutôt directement développer en 3D. Sauf que nous, en fait, ils dessinent pas du tout en plan, quoi. Pas tous. Alors chacun a sa méthode, forcément. Et nous, on n'a pas de méthode attribuée à l'agence, donc tu fais comme ça, etc. Chacun doit se sentir à l'aise pour développer le projet. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur de travailler encore beaucoup à la main, de faire des croquis. Et souvent, les gens oublient ça aussi. Les clients se disent, tiens, ils dessinent encore. Ok, canon. Maintenant, on va finir ce podcast. Juste avant, j'ai une question pour vous parce que j'ai fini tous les magazines de déco et tous les livres de déco que j'ai chez moi. Du coup, si vous pouviez me partager quelques références, ce serait canon. Comme ça, je pourrais passer à la Fnac et les acheter direct après le podcast. Moi, j'ai un livre de référence. C'est un livre qui s'appelle Yes is More, qui est l'encyclopédie de l'architecte. C'est pas une encyclopédie, mais en tout cas, c'est un livre d'architecte, vraiment, de Bjarke Ingels, donc de Big, qui est finalement l'architecte qui est en train de réaliser le Skypark de l'aéroport, et qui a tourné en fait un des premiers livres en comic book, juste pour pouvoir expliquer à n'importe qui, en tout cas, son architecture, en tout cas de la rendre beaucoup plus accessible, que ce ne soit pas forcément fait pour une élite. Et je trouve que ce livre est vraiment très inspirant et c'est ce qui m'a inspiré en tout cas pour faire de l'architecture. En plus, je ne sais pas si c'est grâce à lui, mais en tout cas, je pense que l'architecture, la décoration et tout ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Donc, je pense que ça va dans ce sens-là. Et toi, du coup moi, du coup, je n'arrive pas à faire un choix. Donc, j'en ai plusieurs qui sont là que je pourrais te montrer après. Il y a un livre, par exemple, sur le dernier jour de Jean-Michel Basquiat, qui est un artiste. Il y a un livre sur les plans et les coupes haussmanniens que Haussmann faisait, qui sont aujourd'hui tellement explicites et tellement intéressantes, même graphiquement. Ça rappelle qu'à l'époque, on faisait des choses différemment, mais qui sont aujourd'hui waouh. Il y a un livre aussi qui est tourné autour de la signalétique et du branding qu'on peut avoir dans les restaurants et les cafés. Je pars du principe que c'est important en fait de lier les deux. Comme on disait avant, en fait, il y a le menu, il y a le chef, il y a les utilisateurs, mais il y a aussi tout ce qui est branding derrière. En fait, tu peux avoir aussi une assiette, le meilleur des burgers par exemple, mais des fois le branding fait que ça va donner un côté waouh, tu as envie. En fait, c'est la première image que tu vas avoir en fait du restaurant ou de la marque et je trouve que c'est waouh, voilà. Donc moi souvent je vais vers ça, je vais vers un nouveau lieu parce que le branding me parle. Il y a un livre aussi d'une artiste en fait, illustratrice qui teste tous les coffee shops. Pour les gens qui me connaissent bien, je bois énormément de café, beaucoup de latte. Enfin voilà, je suis dans un univers de café, plus. Exactement. Et en fait, du coup, notamment beaucoup à Paris, je fais tous les coffee shops, etc. Et en fait, cette artiste, elle se met dans les nouveaux lieux. Elle prend un café. Avec ce café, elle fait des illustrations en fait des intérieurs, mais elle le met en peinture avec le café. Donc c'est une sorte d'aquarelle faite de nuances de brun, de gris, de noir. C'est magnifique. Et ça donne un côté très vivant aux illustrations. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que tu n'as pas nommé les livres du coup. Non, parce qu'ils sont... Je ne sais pas comment il s'appelle. Il y en a un, il s'appelle Paris Coffee. Il y en a un, c'est Haussmann. C'était lors d'une exposition aussi à Paris. Le dernier jour de Jean-Michel Basquiat, je pense que c'est le titre du livre. Et il y a un livre aussi sur la mode japandi, donc le côté minimaliste, le côté japonais. Nous, on a fait le Japon aussi. C'est juste waouh, en fait, le sens du détail, pareil. L'ambiance que tu peux générer en fait avec. On n'aime pas parler de style chez nous, mais
c'est quand même très prononcé. Je te ferai une petite liste après et puis Ok, je top. peux encore la compléter plus. C'est ce manque de lecture le soir. Ah ouais, top. Bon, bah, merci d'avoir été mes invités aujourd'hui. Si on veut vous contacter, Merci. du coup, comment on fait? Sur Insta, sur LinkedIn, par email? Sur Insta, donc c'est Elle Architecte, tout attaché. Ok. Sur LinkedIn, c'est pareil, ou simplement, avec voilà, donc, ou simplement via adresse mail, donc hello@el-le.net. Ok, top. Bah, merci d'avoir été mes invités sur le podcast. C'est canon.